Bonjour tout le monde, je suis bien heureux d'être avec vous pour une nouvelle année. Nous allons essayer de voir certains outils de langue aujourd'hui, mais avant, notre message habituel concernant le fait que cette leçon est présentée en deux langues. Donc, j'ai déjà expliqué cette leçon en arabe et maintenant, je commence à le faire en français. D'accord? Donc, alors, pour la leçon en arabe, vous la trouverez sur YouTube. Bon, maintenant, notre leçon aujourd'hui, bien sûr, avec vous, Tawfiq Belayashi. Notre leçon aujourd'hui, donc, il y a, normalement, j'ai écrit ici 3 axes, mais normalement, il y a 4 axes. 2 axes sont réservés au tronc commun. Et les 2 derniers axes, le schéma narratif et le schéma actantiel, ce sont des outils de langue qui peuvent servir aussi aux élèves de la première de bac. Donc, les 2 premiers axes, c'est le réalisme et la nouvelle. Nous n'allons pas voir tout le mouvement réaliste avec toutes ses caractéristiques, mais nous allons voir tout simplement les caractéristiques du réalisme dans une nouvelle ou bien dans un roman. Comment reconnaître un écrit réaliste. D'accord? Pas tout le courant, pas tout le mouvement réaliste, mais ce que c'est qu'un écrit réaliste et plus précisément ce que c'est qu'une nouvelle réaliste. Quand est-ce qu'on l'appelle réaliste? Lorsqu'elle a certaines caractéristiques, c'est ce qu'on va voir. Et aussi, on aura un petit rappel des caractéristiques de la nouvelle. Bon, nous passons maintenant au premier axe, c'est les caractéristiques du réalisme. Et les caractéristiques du réalisme sont les suivantes. Les événements et les personnages sont vraisemblables. Alors, s'il vous plaît, j'insiste sur ce mot-là, vraisemblable. D'accord? Le mot vraisemblable, c'est un mot qui est différent du mot. Alors, excusez-moi, je vais agrandir, voilà. Différent du mot. Ah, je m'excuse, j'avais le clavier en arabe. Différent du mot réel. Alors, ce qui est réel, ou bien authentique, c'est ce qui s'est vraiment passé dans la réalité. D'accord? Si on raconte quelque chose qui s'est vraiment passé, c'est réel. Vraisemblable, cela ressemble à la réalité. Voilà, je ferme, je clique là, voilà. Donc, comme j'ai dit, réel, ça s'est vraiment passé dans la réalité, c'est authentique. Réaliste, c'est vraisemblable, c'est-à-dire, il ressemble en tout à ce qui se passe dans la réalité. D'accord? Bon, vous trouvez, c'est divisé en 2, semblable à ce qui est vrai. Semblable à ce qui est vrai. Donc, les personnages peuvent être le fruit de l'imagination de l'auteur. Mais ces personnages n'ont rien de fantastique, n'ont rien d'extraordinaire, n'ont rien de formidable. Ils ressemblent en tout aux personnages qu'on trouve dans la réalité. Par exemple, si je te présente un personnage qui vole, ce n'est pas un personnage vraisemblable, d'accord? Parce que on sait que ces personnages-là n'existent pas dans la réalité. Le personnage vraisemblable, ou bien l'événement, ou bien le lieu vraisemblable, si on te dit ça s'est vraiment passé, tu peux le croire, d'accord? Si on te ment et qu'on te dit que cette histoire s'est vraiment passée, tu vas dire oui, c'est possible. Mais un événement invraisemblable ou bien extraordinaire ou bien fantastique, d'autres genres d'écrits, c'est un événement ou bien un personnage qu'on ne peut pas confondre avec la réalité. Si je te dis ce personnage existe réellement, tu dis non, impossible. C'est compris? Bon, je passe. Donc, événement, personnage, tu peux aussi ajouter les lieux. D'accord? Sont vraisemblables. Les lieux sont généralement authentiques. Du moins vraisemblables. Alors, authentique, c'est réel. Donc, bon, par exemple, ici au Maroc, nous avons la ville de Casablanca. L'auteur, lorsqu'il écrit, il peut
choisir Casablanca comme théâtre des actions. Il te dit l'histoire s'est passée à Casablanca, il va te citer une rue qui existe vraiment, il va te donner une adresse, donc, et tu auras l'impression que c'est réel. Parce que c'est l'effet recherché. L'effet recherché par le réalisme, c'est que l'histoire soit comme authentique, soit comme réelle. Donc, si ce n'est pas authentique, si les lieux ne sont pas authentiques, du moins, ils seront vraisemblables. Ils ressembleront au lieu de la réalité. Bien. Alors, les personnages appartiennent généralement aux classes défavorisées. Avant le réalisme, les courants antérieurs, c'est pas classicisme, humanisme reste. Donc, les personnages étaient des personnages nobles. C'était des chevaliers, c'était des rois, c'était des princes, c'était des classes sociales privilégiées. Bon, maintenant, ce sont les classes défavorisées, les classes de la populace, d'accord, donc des classes pauvres et des classes qui n'ont aucun pouvoir politique. Bien, ils s'habillent, parlent, se comportent, ils ont le portrait physique et moral de leur classe sociale. C'est-à-dire, ce sont des représentants types de leur classe. Ce sera important pour le point qui va suivre. Donc, alors, les actions des personnages, leurs habits, leur description physique, tout ça, ça ressemble à la réalité. Et il faut remarquer que dans les œuvres réalistes, que ce soit la nouvelle, que ce soit un roman, que ce soit le reste, donc dans une œuvre réaliste, on essaie d'avoir une satire. L'auteur fait une satire. Et la satire, c'est quoi? C'est une critique péjorative. C'est une critique qui montre les défauts d'un personnage ou d'une classe. Et d'ailleurs, le personnage, puisqu'il représente sa classe sociale, il se comporte comme tous les personnages de sa classe sociale. Si on critique le personnage, en fait, on critique la classe sociale. On passe maintenant à la nouvelle. Je rappelle rapidement, pour la nouvelle, elle est centrée sur un événement principal. Donc l'événement de la nouvelle, c'est surtout un seul événement, contrairement par exemple au roman. Mais c'est un récit aussi qui est court, qui n'est pas très long. Mais si on prend seulement ce point, bon, ça ressemblerait à d'autres genres, ça ressemblerait au conte, ou bien aux faits divers, ou bien là aussi on peut avoir un événement principal, on peut avoir un récit court. Un récit court, ça peut être moins d'une page, ça peut être quelques pages. Bien, alors, les personnages, les événements et les lieux, les temps sont concentrés. Concentrés, c'est-à-dire, si vous voulez, ils sont résumés. On ne trouve pas énormément de personnages, on ne trouve pas beaucoup d'événements, on ne trouve pas beaucoup de lieux ni de temps. Et d'ailleurs, si c'était le cas, ce ne serait plus une nouvelle. Si on présente beaucoup de personnages, beaucoup d'événements, beaucoup de lieux et beaucoup de temps, cela supposerait qu'il y aurait énormément de pages et on passerait sans s'en rendre compte au roman. Donc, on essaie d'avoir une économie dans ça, une économie dans les personnages, dans les événements, les lieux, les temps, les descriptions, tout ça. La narration progresse par le biais des pensées et sentiments des personnages, du personnage surtout principal. C'est pour ça qu'on trouve généralement dans les nouvelles, on trouve beaucoup le narrateur interne, c'est-à-dire un personnage qui est en train de raconter sa propre histoire et bien sûr il fait des introspections, c'est-à-dire il plonge au fond de lui-même pour analyser ses pensées, ses sentiments et ses réactions par rapport à ce qui se passe. Je m'excuse. La nouvelle se termine par une chute. Une chute, tout simplement, c'est un événement surprise. Un événement auquel on ne s'attend pas. Je passe maintenant au schéma narratif. Alors, le schéma narratif, on l'appelle aussi schéma quinaire. Lorsqu'on raconte une histoire, normalement, il y a 5 étapes.
quinaire signifie composé de 5. Le mot quinaire en français signifie composé de 5. Et c'est de là que vient son nom. Alors, le schéma narratif, il y a la situation initiale. La situation initiale, c'est la présentation des lieux. Alors, vous m'excuserez s'il vous plaît. Je vais dire avant ici, on va comprendre avant quoi. Alors, si tu veux raconter une histoire, généralement, tu ne peux pas raconter quelque chose de banal, quelque chose qui se passe tous les jours. Tu ne peux pas dire, par exemple, ce matin, je me suis réveillé, je suis allé à l'école, j'ai étudié, je suis revenu à la maison. D'accord? Là, si tu racontes ça à quelqu'un, il se dit, mais pourquoi il est en train de me raconter ça? D'accord? Ça n'a aucun intérêt pour lui. Mais si tu lui dis que tu t'es fait attaquer ou bien tu as eu une dispute avec un professeur ou bien avec un élève et que ça a dégénéré, que ça s'est transformé en un sérieux problème, donc là, l'histoire mérite d'être racontée. Si tu la racontes à quelqu'un, il se dit oui, il veut me raconter son problème. Donc, c'est ce problème-là, c'est cette situation d'exception qui sort du quotidien, c'est cette situation-là qui représente le récit. Bien. Alors, la situation initiale, on n'est pas encore entré dans cette situation d'exception. On est en train de situer le lieu, le temps, les personnages, le cadre généralement dans lequel ce problème, cette situation d'exception va avoir lieu. Alors, je prends l'exemple d'un incendie, un feu qui s'est allumé, qui a brûlé une maison. D'accord? Alors, la situation initiale, c'est avant que le feu ne s'allume. D'accord? Avant que le feu ne s'allume, comment était le lieu? Ou bien, comment était la vie des personnages? Je vais expliquer ça en plus, avec plus de détails dans le prochain élément. Alors, maintenant, on présente le cadre général. Et c'est une situation d'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par équilibre? C'est la vie quotidienne, c'est la vie habituelle. D'accord? Alors, il faut remarquer une petite chose. Pour présenter le cadre général, on fait une description. Pour parler du quotidien, on parle de quelque chose de répétitif, d'habituel, ou bien quelque chose de durable, qui ne finit pas dans le temps. Et pour ces deux choses, on utilise l'imparfait. D'accord? Pour parler de quelque chose de durable, ou bien de quelque chose d'habituel, de répétitif, ou bien d'une description, on utilise l'imparfait. Et vous aurez prochainement une leçon sur l'imparfait et le passé simple. On verra ça avec plus de détails. Donc, alors, ces trois choses qu'on a là, la description, la durabilité, l'événement qui n'est pas limité dans le temps, ou bien l'événement qui est répétitif, qui est une sorte d'habitude. Donc, ces trois choses-là, en français, on les exprime avec un imparfait. Alors, ce sont les trois caractéristiques principales de la situation initiale. On passe maintenant à l'événement perturbateur. Perturber, c'est déranger, c'est ne pas laisser tranquille. Et perturber ici, c'est perturber l'équilibre. Il y a un équilibre. Les choses vont bien. D'accord? Comme les deux mesures d'une balance avec laquelle on pèse. Alors, les deux mesures sont égales, les choses sont bien en équilibre. Bien. Maintenant, cet événement-là, il va apporter le